Amis des oscilloscopes, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente CP0092. Et qu'est-ce que c'est que CP0092? Eh ben, c'est une sonde de température pour oscilloscope. Alors, on va dire, c'est un petit peu bizarre de faire une sonde de température pour oscilloscope. Oui, on va dire surtout pour un oscilloscope analogique classique, vu que la température est quelque chose qui, d'habitude, varie quand même relativement lentement. Mais sur les oscilloscopes numériques, qui, comme je vous l'ai déjà montré et comme on va le voir aujourd'hui, permettent d'enregistrer des phénomènes très lents. Ils marchent un petit peu dans des modes un petit peu similaires à ces enregistreurs graphiques sur papier qu'on a déjà vu, par exemple, comme pour les électrocardiogrammes ou des choses comme ça. Là, pour le coup, ça a tout son sens. D'ailleurs, ça fait longtemps que je voulais me faire cette sonde, mais c'est pour faire un autre montage que je vous montrerai plus tard, que j'ai décidé de la fabriquer, parce que justement, j'en aurais besoin. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être assez utile, dans la mesure où la température, c'est quand même quelque chose d'assez important, et de fait de pouvoir la mesurer facilement et tracer en fait son évolution dans le temps, ça me paraît quelque chose d'assez important. En même temps, j'ai essayé de faire quelque chose hier d'autonome, c'est-à-dire qui fonctionne sans pile, parce que les trucs à pile c'est chiant, faut toujours les recharger ou changer les piles, donc qui s'alimente, on va dire généralement directement sur l'oscilloscope numérique, et aussi donne une tension qui va être, on va dire, directement compatible avec les sondes x10. C'est-à-dire, en gros, on va voir que ça donne 100 millivolts par degré, et comme les oscillos, généralement, ils sont réglés par défaut pour des sondes x10, on aura directement un affichage où chaque volt, en fait, correspondra à un degré, ce qui, bien sûr, facilitera les mesures. Regardons donc ensemble un petit peu ce schéma, comment il fonctionne et comment j'ai calculé les différentes valeurs ici des composants. Alors, on va commencer par l'alimentation. Comme je l'ai dit, je veux une sortie au moins de 0 à 10 volts, ce qui implique d'avoir une alimentation déjà positive qui va au-delà de cette valeur. Je veux aussi, comme je l'ai dit aussi, mesurer les tensions négatives, donc il faut aussi que la tension puisse devenir négative. Bon, l'idéal ici, les ampli-up, souvent, ils sont conçus pour fonctionner en plus-moins 15 volts, et donc c'est l'idéal d'avoir cette tension d'alimentation. Alors c'est pas très facile d'avoir ça sur une alim extérieure, et aussi l'idéal c'est éventuellement de pouvoir prendre la lime sur l'oscillo, et souvent maintenant il y a des prises USB qui donnent du 5 volts. J'ai donc utilisé un petit circuit qu'on appelle un convertisseur continu-continu, qui va transformer une tension de 5 volts dans deux tensions symétriques de 15 volts. En même temps, ces petits convertisseurs, ils ont l'avantage d'être isolés galvaniquement, c'est-à-dire qu'il y a une isolation totale, on va dire, entre cette partie-là et celle-là. Bon, ici, pour mesurer de la température, c'est pas franchement, requis. Maintenant, à la limite, ça me permet aussi d'alimenter ce truc-là de n'importe quelle source de façon isolée, sachant que à la sortie, quand même, la masse ici sera connectée à la masse de l'oscilloscope. Bon, puis en même temps, on veut dire, j'avais ça dans mes tiroirs, autant l'utiliser. Donc l'alimentation 5 volts arrive ici. Comme d'habitude, j'ai mis ici un petit transil unidirectionnel qui me permet de protéger si je branche ça à l'envers ou avec une tension trop importante. Ces petits machins-là, c'est bien, mais c'est toujours pareil, à l'intérieur des oscillateurs HF, donc c'est toujours une bonne pratique ici de mettre une self de façon à faire un petit filtrage, ici avec ce condensateur. Donc en sortie, au niveau de l'alimentation, j'ai pris sur le 15 volts une LED ici que j'ai un petit peu limité en courant, parce que ce truc-là, ça donne pas énormément de courant, et ici qui me permet donc de vérifier que ça fonctionne. Et ensuite, pareil, j'ai mis ici deux petits filtrages LC de façon à éliminer le résidu ici d'oscillation HF du module. Et j'alimente ici donc un amplificateur opérationnel. Alors j'ai pris comme amplificateur opérationnel un OP77, qui est un excellent amplificateur. Je dirais même sans doute peut-être un peu même trop bon pour l'utilisation. Bon, maintenant ici, je veux dire, on peut quasiment mettre la quasi-totalité des ampli-up, sachant que si on en met un comme celui-ci qui est plutôt bon, tant mieux. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas vraiment critique. Maintenant, c'est pareil, j'ai la chance d'avoir beaucoup de stock, autant quelque chose de bien. J'ai utilisé comme capteur de température un LM335. C'est sans doute un des capteurs de température les plus connus, je veux dire, qui a l'avantage de donner une tension en sortie qui est proportionnelle à la température avec une pente, on va dire, de 10 millivolts par degré.
Sachant que cette pente, de façon... faut imaginer qu'elle arrive à zéro, au zéro absolu de température. Alors, il descend pas si bas, mais voilà, ça donne l'idée. En gros, au zéro absolu, il donnerait zéro de tension. Et après, donc, il est quasiment donc linéaire par rapport à ça, ce qui fait que, une fois qu'on l'a réglé en un point, on sait que, la température donc va varier donc de 10 millivolts par degré, qui permet aussi donc de mesurer des tensions négatives. Vu qu'il y a 10 millivolts par degré, par exemple, pour 24 degrés, eh ben, il aura une tension de 2,97 volts. À 0 degré, il a une tension de 2,73 volts, ce qui correspond à 273 degrés Kelvin, qui sont la température du zéro absolu, en fait. Donc, ici, l'idée, c'est que ce circuit, donc, il va avoir deux fonctions. Il va d'abord faire, on va dire, un décalage de façon à s'assurer d'avoir 0 volt en sortie pour une température de 0 degré. Et il va aussi l'amplifier, la variation par 10, de façon à passer de 10 millivolts par degré à 100 millivolts par degré. Alors, pour faire ça, on va utiliser un circuit avec un amplificateur opérationnel, quelque chose de très très classique, qui est un amplificateur ici, un inverseur, avec un gain de 10, et ici, une référence qui, elle, ne va pas être à la masse, mais va être justement au niveau que l'on veut avoir pour le 0 ici en entrée. Je rappelle, je ne vais pas refaire un cours sur les amplificateurs opérationnels, mais qu'un amplificateur opérationnel, il s'arrange toujours pour que la tension sur ces deux entrées ici soit identique. Et si la tension sur l'entrée inverseuse a tendance à baisser par rapport à la tension sur l'entrée plus, eh ben, la tension ici va monter, et si elle descend dans l'autre sens. Donc il essaie de faire un équilibre. Ici, donc, l'idée, c'est de faire que cet équilibre, pour 0, soit donc l'équivalent de la température 0 du capteur, donc au moins, comme je l'ai dit, 2,73 volts. J'ai mis en rouge ici les tensions, on va dire, idéales pour une température de 24 degrés. Enfin, ici, c'est pas lié à la température. Ici, le 2,73, comme je l'ai dit, c'est la tension qui correspond donc au 0 degré. Alors pour ça, il faut quelque chose qui soit assez stable et le plus possible indépendant de la tension ici d'alimentation. Donc là, j'ai pris quelque chose de très très classique. J'ai fait ça avec une diode Zener. Alors, j'ai fait aussi quelque chose qui est aussi très classique, qui est de mettre en série avec une diode au silicium normale. Alors ça, pourquoi on fait ça? Parce que ça réduit en fait un petit peu la dérive en température. C'est-à-dire qu'une diode Zener, elle varie un peu avec la température, mais de façon inverse d'une diode ici polarisée en inverse. Donc en les mettant aussi en série, on réduit l'influence de la température sur la tension. Donc on a ici 6,2 volts, plus là les 0,6 volts à peu près de la Zener, donc ce qui nous fait à peu près ici une tension donc négative de moins 0,68 volts. Sachant que la résistance ici R3 va servir à donc contrôler le courant qui passe à l'intérieur. Donc une diode Zener, il faut faire passer un petit peu de courant dedans pour qu'elle marche bien. Donc ici, j'ai choisi de faire passer à peu près 2 mA. Donc pour calculer cette résistance-là, c'est facile, c'est moins 15, moins 6,8 divisé par 2 mA. Ce qui nous donne à peu près cette valeur-là ramenée ici, normalisée. Ensuite, ici, donc, je vais faire le système de réglage qui va permettre d'ajuster avec précision le 0. Alors là, si vous l'avez pas vu, je vous conseille de regarder ma vidéo, je la mettrai en lien sur justement les bonnes pratiques en matière de réglage. C'est-à-dire que là, j'ai appliqué de façon à avoir une plage de réglage suffisante, mais je veux dire la plus réduite possible, de façon à pouvoir régler ça de façon précise. Alors, il faut aussi que le courant ici soit relativement faible par rapport à celui ici qui passe dans la Zener pour que la régulation ici se fasse bien. Donc là, j'ai choisi de faire passer 100 microampères ici, et en passant 100 microampères, bon, en même temps, ça rend les calculs faciles, 100 microampères, 24K, et j'ai moins de 40, et ici, donc, j'ai 5K dans le potentiomètre, et ici, donc, le reste, ce qui me fait ici la tension que j'ai notée. Donc là, on voit, en fait, c'est un pont diviseur, quelque part, de tension, avec une partie ici, entre les deux tensions, qui va permettre, donc, d'ajuster avec précision le 0. Donc l'idée, va être que, à la fin, le réglage, va être d'ajuster ça ici, donc soit pour avoir moins de 73 volts ici, mais sinon, à la limite, même, de façon à ce qu'on ait en sortie
la tension ici qui corresponde bien à la température du capteur. Donc voilà ici pour cette partie référence. Alors maintenant, ici on a l'amplificateur de mesure proprement dit. Donc là, cette résistance-là, elle est très importante, hein, c'est celle qui va polariser ici le LM335. Alors là, on voit que, enfin c'est vrai que c'est pas tellement habituel, il est alimenté, on va dire, en négatif. C'est-à-dire que la tension ici sera d'autant plus négative que la température sera élevée, hein, ce qui est ici nécessaire dans la mesure où, comme l'ampli ici est monté en inverseur, une tension négative ici donnera ici une tension positive. Donc cette résistance-là, elle est calculée pour faire passer le courant qui va bien, je me rappelle plus, c'est celui qui est dans le datasheet, à l'intérieur ici du LM335, sachant que ce courant il doit être pareil, suffisant pour qu'il fonctionne, mais le moins fort possible, de façon à ce qu'il dissipe pas de puissance, parce que sinon, je veux dire, sa propre température nuirait ici aux mesures. Ensuite, ici on a donc la configuration très classique d'un amplificateur inverseur, dont le gain et le rapport qu'il y a entre cette résistance-là et celle-là. En gros, quand ça fonctionne, hein, ici par exemple j'ai moins de 97 volts, qu'est-ce que va faire l'amplificateur ? Il va s'arranger pour avoir la même tension ici que là, et donc si on calcule là, on verra que en ayant 2,4 volts en sortie, le pont diviseur ici fait que j'ai bien moins de 73 volts ici au point milieu. Là par contre j'ai mis des résistances à 1%. Alors, comme je cherche pas d'avoir la précision de la mort, j'ai pas mis ici de réglage, mais avec des résistances à 1%. Hein, surtout que là j'ai pris des vrais, hein, j'ai pas pris des chinoises. Hein. Je vous avais montré que les résistances pas chères chinoises à 1%, elles n'étaient pas vraiment à 1%. Et ici donc ça me fait donc cette partie ici amplification. Alors j'ai rajouté ici ce condensateur, pourquoi ? De façon à limiter un peu les parasites. La température c'est quelque chose qui varie pas vite, ou du moins de toute façon le capteur a une inertie relativement forte. Donc comme ici j'ai quand même un fil assez important, l'idée c'est de réduire les parasites. Donc ici j'ai calculé un filtre passe-bas, hein, avec la formule ici qui est de 1 sur 2 pi RC, ce qui me donne 100 nanos pour une bande passante de 15 Hz à peu près, qui est largement suffisant. Ce qui fait que déjà par exemple l'affluence du secteur et tout ça sera minimisée. Ensuite, ici, on a cette résistance ici R7. Alors, celle-là, elle sert à quoi ? Elle sert à charger un petit peu l'ampli. Les amplis marchent quand même d'autant mieux qu'ils sont généralement un petit peu chargés en sortie. Et ici, il a une charge qui est quand même très faible avec la contre-réaction. Donc ici, c'est plutôt une bonne pratique de le charger un peu plus. Hein. C'est le rôle de ça, sachant qu'ici, la sortie ira sur une entrée de silo, a priori, avec une impédance très haute, hein, de 1 méga. Pareil, ici j'ai rajouté cette petite self autour du fil là. C'est pareil, l'idée c'est éventuellement si par hasard il restait un tout petit peu de parasites ici, de les dégager. Passons maintenant du schéma à la pratique. Donc comme vous allez le voir, hein, j'ai tout fait pour monter ça dans un boîtier qui est plutôt rikiki. Donc j'avais pas trop de place. Alors j'ai encore utilisé les fameuses syrup boards, hein, que je vous ai déjà présentées, hein, qui ont un plan de masse, ce qui a l'avantage d'abord d'avoir des circuits de bonne qualité et surtout de simplifier énormément le câblage. Et donc voilà, j'ai réussi à tout faire tenir. Hein. On voit ici le convertisseur, le réglage, et ici donc l'ampli up. Bon, j'ai eu un petit problème avec ma LED là, hein, en testant, j'ai eu foutu 15 volts direct, elle n'a pas apprécié. C'est marrant, une LED verte comme ça, quand on l'alimente en 15 volts, elle fait une petite lumière rouge un petit peu, avant de s'éteindre avec une fumée assez nauséabonde. Donc voilà de l'autre côté, hein, voilà, comme d'habitude, hein, j'ai fait soit des ponts de soudure, soit ici des liaisons avec du fil de wrapping. On peut voir aussi que j'ai mis 2 composants CMS, ici le TVS, et là on le voit pas, mais le condensateur de contre-réaction ici est sous le fil là. Donc voilà, hein, comment j'ai monté ça. J'ai utilisé ces petits boîtiers là en alu qui sont très bien, hein, que je vous ai montré dans des QDL. Donc j'ai monté ici directement une prise BNC mâle, ce qui permet donc de le mettre directement sur, comme on va le voir, un oscilloscope ou l'appareil de mesure. Et sinon, voilà, ça tient très bien ici comme ça. Bien, et bien voici donc l'appareil terminé. Alors bien sûr, j'ai fait ici ce câble, avec donc là une prise USB qui va permettre donc de l'alimenter en 5 volts. Et ici, bien sûr, la sonde.
Donc voilà, j'ai pris un câble blindé souple, et j'ai récupéré ça, je suis plus dans un vieux câble vidéo. Et ici, donc, j'ai monté, comme on peut le voir, le LM335, donc capteur. Et voilà, ici. Alors, on peut bien sûr le monter sur un oscilloscope, parce qu'on va faire tout à l'heure, mais on peut aussi, bien sûr, le monter sur un voltmètre. Et à ce moment-là, donc, on aura une tension. Donc, il suffit de multiplier par 10 pour avoir la température en degrés. Donc là, c'est ce qu'on va déjà faire pour faire un essai. Alors, allons-y. Donc voilà ici mon Keysight là, donc si on branche ça, il suffit de le brancher ici, tac. Voilà, donc là encore une fois je peux très bien prendre l'alimentation sur la prise USB, ça consomme pas beaucoup. Voilà, donc on peut voir ici le voyant qui s'allume, et voilà, là on voit qu'il fait 17 degrés ici dans le labo. Donc si je chauffe un peu la sonde là, on voit, en la chauffant dans mes doigts, on voit la température qui augmente. Et on peut bien sûr faire, donc, comme j'ai dit, des températures négatives. Je prends ici cette bombe ici qui permet de faire du froid. Voilà, que je lui mets un petit coup dessus. Là, on voit que la température, voilà, baisse. Là, elle est de moins 4 degrés et que bien sûr, elle remonte ici progressivement. Alors maintenant, regardons ça plutôt donc sur une expérience avec un oscilloscope. Donc pour faire notre expérience, j'ai branché ici la sonde avec un petit peu de graisse silicone là, pour faire un bon contact thermique sur une résistance de 1 ohm de watts, dans lequel avec mon alimentation ici, je vais faire passer du courant pour la faire chauffer. Et j'ai branché ici donc mon oscilloscope où on voit ici la température et ici donc la tension aux bornes de la résistance, donc quelque part sans courant. Alors, une des raisons, comme je l'ai dit, de faire ce rapport de 100 millivolts par degré, c'est que sur un oscilloscope qui est mis, je veux dire, réglé généralement par défaut en mode x10, on se retrouve bien avec une tension qui est directement en degrés. Ici, je suis à 20 volts, volts, ça correspond à degrés. Alors, il y a même des oscillos où on peut changer l'unité. Sur celui-là, on peut pas. Mais enfin, voilà. Donc ici, en jaune, j'ai la température. Ici, j'ai la tension. Ici, donc, au bord de la résistance. Alors, attention, on va mettre ici en route. Allons-y. Donc là, voilà, on entend la lime ici qui réagit. On voit ici en vert que le courant qui passe. Et voilà, là, ici, en mode ce qu'on appelle roll, c'est-à-dire ici défilement, on voit très bien ici l'augmentation de la température. Voilà, donc là, j'ai coupé l'alimentation. Donc typiquement, avec cette sonde de température, on peut bien voir ici le fait, il y a déjà le retard qu'il y a, ce qui est assez normal. D'abord parce que il y a une certaine inertie thermique, je veux dire déjà au niveau de la résistance. Voilà, elle ne chauffe pas instantanément. Il faut que, je veux dire, le courant passe dedans instantanément, mais il faut que la chaleur ici se diffuse, qu'elle arrive à la surface de la résistance, qui elle-même traverse la couche de graisse thermique, l'inertie elle-même du capteur. Voilà, donc ça, on peut voir ici toutes ces différentes choses. Mais voilà, on voit bien ici la montée ici en température. Et là, je peux voir que c'est monté jusqu'à 34, et à peu près 35 degrés. Vu qu'ici, on a 35 degrés. Ouais, que je le coupe. Et là, on voit ici donc que ça redescend doucement. Alors maintenant, on va faire la même manip, mais avec un petit ventilateur, pour voir justement quel est l'impact d'avoir de l'air ventilé sur ce genre de manip. Voilà, donc j'ai pris ici un tout petit ventilateur, comme ça, alimenté en 12 volts, que je vais faire souffler sur la résistance, et on va refaire exactement la même manip pour regarder ce qui se passe. Alors allons-y, je mets en route ici la charge. Je vais essayer de la mettre en route pour à peu près le même temps. Alors bien sûr, ce qui est toujours emmerdant avec ce genre d'expérience, c'est que c'est pas très rapide. Ici, du fait que les températures, c'est comme des choses qui varient moins vite. Donc voilà, je l'ai mis à peu près ici en route, à peu près le même temps. Donc là, déjà, on peut voir que la température monte moins vite, quand ici, il y a un ventilateur. Mais surtout, on va pouvoir voir que ça baisse plus rapidement. Pour info, la trace blanche, c'est la courbe que j'ai mémorisée de refroidissement, on va dire, à l'air libre, par convection naturelle, sans aucun ventilo. Donc voilà, ici, je l'ai arrêté, et comme on peut voir,
Ah, bon, je l'ai arrêté un petit peu tard, mais enfin, c'est pas grave. On voit ici très nettement hein, que la baisse de température par convection naturelle est beaucoup moins importante que quand c'est fait ici avec un ventilateur. La ventilation forcée hein, permet des taux de refroidissement bien plus importants. Voilà pour cette vidéo, bon, un petit peu longue, hein, je suis désolé, mais enfin bon, il faut prendre le temps de faire les choses. Comme d'habitude, hein, je mettrai le schéma sur mon site syrup.org, hein, donc je mettrai le lien ici dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à le consulter et à le modifier et à faire, si voilà, si ça vous intéresse de fabriquer ça, c'est tout à fait faisable. Alors tiens, Maurice, qu'est-ce que tu fais Maurice? T'as froid? Bah ouais, c'est vrai qu'il fait pas chaud, hein, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la saison. Tiens, on avait commencé à faire des tests d'intelligence. On va continuer, on va regarder si t'es intelligent. Je te pose une question très simple. Si tu as 10 bitcoins et je t'en prends 8, qu'est-ce qui te reste? 10 bitcoins et un cadavre. Voilà, je rigole pas le Maurice. Que le grand Celsius, dieu des centigrades, veille sur vos messages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.